Bonsoir et bienvenue à cet événement de la Société d'histoire du Plateau Montréal. Je m'appelle Justin Burr, je suis l'un des membres du conseil d'administration et je suis la personne responsable du déroulement de notre rencontre Zoom ce soir en remplacement d'Amélie Roy-Bergeron qui ne peut pas être avec nous ce soir. Nous sommes ici pour écouter André Lévesque parler au sujet de Marie Labrec et les filles mères de la miséricorde. Euh, Elle va commencer bientôt, mais d'abord, je cède la parole à notre présidente, Huguette Loubert, pour faire quelques mots d'introduction. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à toutes et à tous. Je vois qu'il y a une grande quantité de femmes. Je pense que le sujet est inspirant. Cette conférence qui devait être donnée en salle le sera en ligne à cause de la 5e vague. Évidemment, on a dû changer les choses. Alors, nous espérons que celle du 10 mars aura lieu en salle. Surveillez bien nos annonces. Merci à la Maison de la Culture de s'associer à la Société d'histoire pour la présentation de ces conférences. Je vous rappelle que vous pouvez la revoir plus tard, la conférence en différé dans quelques semaines, comme celle des autres de la saison et celle de la saison précédente de 2020-2021. Pour ceux qui ne connaissent pas la Société, je vous invite à visiter notre site. Vous y trouverez une mine d'informations et vous pourrez aussi trouver tout ce qu'il faut pour devenir membre et recevoir directement notre bulletin trimestriel et les annonces de nos activités. Vous pouvez venir consulter des ouvrages au centre de documentation également, qui est accessible mardi, mais sur réservation seulement. Parce que vous comprenez, il faut qu'on contrôle le nombre de personnes en même temps dans le centre. Passons maintenant à la conférence. Marie Labrec a été une femme exceptionnelle, multidiplômée en arts, en lettres et en sciences sociales, et dont la vie a été consacrée aux jeunes femmes enceintes, aux prostituées et aux analphabètes. Vous allez sans doute me demander quel lien elle avait avec le plateau, puisque nos conférences s'y rattachent habituellement. Il y en a un très important. Pendant plusieurs années, c'est au 4095 de la rue Saint-Denis, un grand appartement refuge baptisé Chez Marie, où elle accueillait sans aucune restriction ces femmes rejetées par la société. Pour nous la faire connaître, André Lévesque, une historienne émérite qui est une invitée régulière à nos conférences. Elle est spécialisée en histoire du 20e siècle, des mouvements ouvriers, de la classe ouvrière au Québec et des femmes. Beaucoup des femmes. Nous la remercions pour sa grande générosité. Accueillons notre conférencière, André Lévesque. Merci Huguette. Alors, je remercie la Société d'histoire du Plateau de me réinviter et ça me fait toujours plaisir de m'adresser à vous. Et ce soir, je vais parler de Marie Labrec et aussi de mes recherches sur les mères célibataires. Alors, ma présentation sera en 3 parties. Tout d'abord, je vais vous faire un résumé de la vie de Marie Labrec. Ensuite, je parlerai de mes recherches sur les mères célibataires et je terminerai en revenant sur la contribution de Marie Labrec, contribution sociale à Montréal. Alors, Marie Labrec naît dans les cantons de l'Est en 1920. C'est la dernière de 12 enfants. Et elle a la chance d'être élevée dans une famille qui valorise l'éducation et qui valorise aussi l'éducation des filles. Elle fait son cours secondaire au couvent Sainte-Rosalie, près de Sainte-Hyacinthe. Ensuite, comme ça se fait à l'époque, là on est encore dans les années 20-30, dans les années 30, elle enseigne dans une école de rang à Lambton, dans le comté de Mégantic. Et elle va rentrer chez les Sœurs de la Miséricorde en 1941, sous le nom de Sœur Sainte-Mechtilde. Donc, les Sœurs de la Miséricorde, c'est une communauté qui, depuis un siècle, s'occupait des mères célibataires et de leurs enfants. Quand elle écrit sur son enfance à elle, elle dit « Rien ne m'effrayait ». Ici, elle parle de sport, mais en fait, c'est une qualité qu'elle va garder toute sa vie. Il n'y a rien à son épreuve.
pardon, c'est une femme de tête, c'est une rebelle. Par exemple, quand elle décide d'aller au noviciat des Sœurs de la Miséricorde, elle part de chez elle avec sa raquette de tennis, son maillot de bain, comme si elle partait pour une fin de semaine, puis elle ne revient pas. Et elle s'attendait à des objections de sa famille, et c'est après qu'elle leur dit. Donc, elle a 21 ans quand elle arrive au noviciat, et elle a aussi la chance d'entrer dans une communauté qui lui laisse poursuivre des études. Alors, pendant son noviciat, elle suit des cours en travail social, et elle et une autre collègue étaient les premières religieuses à suivre le cours de service social de 2 ans avec stage. En 1945, elle présente une thèse sur les mères célibataires pour obtenir un diplôme d'études supérieures en service social. Alors, sa thèse s'intitule « La fille mère », parce que c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, « Ses problèmes sociaux ». Pardon. Et tout de suite, en 1947-48, elle va enseigner à l'école de service social. Mais elle aimerait bien avoir un baccalauréat. Alors, elle s'inscrit au collège Marguerite-Bourgeoys. Elle va faire 1 an Marguerite-Bourgeoys, puis après, les circonstances que je ne connais pas, elle va aller au Nouveau-Brunswick, à l'Université de Moncton et à Bathurst. Et c'est de l'Université de Moncton qu'elle va avoir un baccalauréat en 1949. Revient à Montréal et en 1952, elle s'inscrit à l'Université de Montréal et là, en études littéraires. Et elle va faire une dissertation sur l'écrivain catholique Paul Claudel. Sa thèse porte sur sa pièce de théâtre « Le soulier de satin ». Elle étudie l'amour et la grâce dans le soulier de satin. Alors, Marie Labrec, avec une travailleuse sociale laïque, ouvre un bureau d'aide aux femmes enceintes. Et c'est là qu'on commence à voir ses qualités d'organisatrice. Elle va s'occuper de recueillir des fonds, elle va organiser des concerts pour ça, elle va organiser un défilé de mode au Ritz. Elle veut recueillir des fonds pour meubler ce centre d'accueil, mais aussi pour avoir une salle à manger où les femmes peuvent manger. Elle va leur trouver un piano, un tourne-disque et tout ça. Donc, on commence à voir ses qualités d'organisatrice à ce moment-là. Mais elle bouge beaucoup. En 1953-54, elle part pour New York. Elle s'inscrit à l'université Fordham à New York pour poursuivre en travail social. Et là, elle va obtenir une maîtrise en service social psychiatrique, ce qui est très d'avant-garde. Hein? On est au début des années 50. Et toujours sur son nom de religieuse, Sœur Sainte-Mechtilde, elle soutient une thèse qu'elle intitule « Travail social psychiatrique et hygiène mentale ». Alors, je vais essayer de vous la présenter. Pardon? Non. Alors, de New York, elle revient à Montréal en 1954. C'est là qu'on voit qu'elle s'implique. Évidemment, la mission des Sœurs de la Miséricorde, c'est s'occuper des mères célibataires et de leurs enfants. Et elle va être responsable d'un grand nombre de réformes à cette époque-là. Très bien. Alors, c'est sa photo alors qu'elle est Sœur Sainte-Mechtilde. Oui. Oui. Alors, elle va, par exemple, inciter les Sœurs de la Miséricorde à engager une travailleuse sociale laïque, non religieuse. Et comme aux États-Unis, elle a visité plusieurs foyers pour adolescentes enceintes, elle connaît son sujet, elle connaît les besoins, les problèmes, et elle ouvre et dirige un endroit, un centre, où les jeunes femmes enceintes peuvent poursuivre leurs études. C'est le centre Rosalie Jeté. Parce qu'un des grands problèmes d'une adolescente qui devient enceinte, c'est qu'elles interrompent leurs études puis elles risquent de ne pas y retourner. Alors, enceinte, elles pouvaient continuer à étudier au centre Rosalie Jeté, mais qu'est-ce qui arrivait après leur accouchement? Alors là, elle va poursuivre,
va convaincre la Commission scolaire de Montréal d'offrir des cours spécifiquement pour les pensionnaires, même celles qui ont leur enfant, même après l'accouchement, et ça va devenir l'école secondaire Rosalie Jeté pour les moins de 18 ans. Donc, il y a des cours académiques, le français, les mathématiques, les cours normaux, enfin, je ne vais pas dire normaux, mais les cours usuels. Mais elle va avoir des cours plus pratiques, comme un cours commercial, de l'enseignement ménager. Et même l'école va accueillir 300 jeunes filles. Mais ça, disons, elle s'adresse aussi à une autre classe de jeunes filles, c'est-à-dire celle de la bourgeoisie qui, avant, avait l'avantage de aller loin aux États-Unis, chez une parente en Europe, pour cacher leur grossesse. Et pour elle, elle va leur offrir en 1954 un refuge de luxe, si on peut dire. Elle va faire l'acquisition du manoir, ben pas elle, mais le manoir Saint-Dorothée, où ces femmes-là qui peuvent payer pourront aller pour leur grossesse. Alors, on voit qu'à cette époque-là, Marie Labrec encourage les jeunes femmes à garder leurs enfants. Mais ça, on va y revenir, ça varie dans le temps. Par moment, on les décourage, par moment, on les encourage. Et quand elle revient de New York, on voit qu'elle multiplie les conférences sur les mères célibataires. Elle a des entrevues à la radio, à la télé, tout ça pour recueillir des fonds. Mais on voit aussi, et puis elle en parle dans son autobiographie, parce qu'elle a écrit son autobiographie, elle fait des conférences pour responsabiliser les garçons, les hommes qui sont aussi responsables des grossesses, et les parents. Alors, on la voit qui donne des conférences dans des clubs très masculins, comme le Club Richelieu, les Kiwanis, les endroits où les hommes se réunissent pour justement les sensibiliser à ce problème-là. Et elle voyage beaucoup. Elle se tient constamment au courant de ce qui se passe ailleurs. Par exemple, on la voit, elle est déléguée au Congrès international de services sociaux à Rome en 1950. En 1960, elle va faire le tour du monde. Elle va en France, où elle visite des centres d'hébergement. Elle va à Rome, en Grèce, bon, je vous en passe, jusqu'à temps qu'elle se retrouve en Inde avec Mère Teresa, qu'elle admirait beaucoup. Et puis de l'Inde, elle passe en Asie. Donc, elle fait vraiment le tour du monde. Et là, j'ouvre une parenthèse pour vous donner une anecdote qu'elle raconte dans son livre. Au Japon, elle arrive à l'aéroport et à l'époque, on est en 1960, Audrey Hepburn venait de jouer dans un film où elle incarnait une religieuse dans un costume blanc. Alors, arrive Marie Labrec dans son costume blanc et tout le monde pense qu'elle est Audrey Hepburn et toute la foule se bouscule pour avoir son autographe. Bon, il a fallu, avec interprète, qu'elle explique qu'elle n'était pas Audrey Hepburn. Et c'est à ce moment-là, autour de fin des années 50, 1960, que les filles-mères vont devenir des mères célibataires. Et c'est en grande partie grâce à elles qu'on ne les appelle plus des filles-mères. Remarquez qu'elle a dû convaincre bien des gens. Ça a pris un moment avant que tout le monde accepte de faire le changement. Elle a d'autres intérêts aussi, ce n'est pas seulement ça. Par exemple, elle s'aperçoit qu'il y a vraiment un problème d'analphabétisme à Montréal. C'est le début de la Révolution tranquille, on devient conscient de ça. Donc, elle va faire partie du comité d'éducation de base pour les adultes à Montréal. Donc, elle est très active dans le milieu communautaire, dans les questions sociales, mais il ne faut pas oublier que c'est une croyante qui n'a jamais quitté son Église, qui a toujours gardé sa foi. C'est une catholique convaincue, progressiste. Puis n'oubliez pas, on est à l'époque du deuxième concile du Vatican, des réformes de l'Église. Et c'est dans cet esprit-là qu'en 1969, elle part pour Fribourg en Suisse, pour ce qu'on appelait l'école de la foi. L'école de la foi, c'est un centre de formation catholique qui réunissait à cette époque-là 60 participants de 13 pays.
Et on avait des ateliers, on avait des cours de théologie, des cours de, j'allais dire d'histoire sainte, mais des écritures saintes. Et pour payer son séjour là-bas, elle travaille comme femme de ménage. Elle partage un grenier avec une ex-prostituée. Donc, elle est toujours sur le terrain avec les gens marginalisés. Et comme elle dit, en étant femme de ménage, elle veut toucher à cette forme de pauvreté qu'est la dévalorisation de la personne. En 1900, elle revient. En 1900, non, de Suisse, elle va en France un été où elle va travailler avec le NI. Le NI, c'est une organisation internationale qui aide les prostituées qui veulent se sortir du milieu. Là aussi, elle va être femme de ménage. À l'été aussi, elle va rejoindre Jean Vanier à l'Arche, qui est son village où il s'occupe des handicapés intellectuels. Et elle va revenir à Montréal en 1971. Et dès son retour à Montréal, elle va visiter la prison des femmes à peu près une fois par semaine. Elle va à la prison Tanguay, elle les écoute. Elle va même organiser des activités comme un concert avec les Séguins, par exemple, pour les prisonnières. Et donc, elle met en pratique tout ce qu'elle a appris sur le terrain à New York, à Fribourg, à Paris. Et elle se sert de son expérience auprès des prostituées pour ouvrir ce dont Huguette parlait tout à l'heure, chez Marie. Chez Marie, qui est dans cet appartement au 4095 Saint-Denis, qui est un centre pour réunir, où peuvent se réunir les travailleuses du sexe. Dans les années 70, donc, alors qu'elle est toujours religieuse, elle n'habite plus dans sa communauté, hein, elle habite cet appartement-là. Et comme elle dit, le but n'était pas de réhabiliter. On ne passe pas de jugement, la porte est ouverte, on sert des repas, on fait des dîners de Noël, on organise des sorties, on organise des pique-niques. Elle s'entoure d'une équipe qui donne son soutien à celles qui veulent quitter la prostitution, mais sans exercer de pression sur les autres. Elle les accompagne en cours quand elles doivent comparaître devant un juge. Elle soutient, par exemple, une droguée qui veut se sevrer. Elle veut, en fait, les déstigmatiser sans les juger. Son but n'est pas de faire du prosélytisme ou d'exercer des pressions. Elle se veut à l'écoute. Elle fait parfois du counseling, ce pourquoi elle est éminemment qualifiée. Alors là, je vais citer le théologien Jean-Guy Nadeau, a fait partie de l'équipe. Et il a bien décrit chez Marie dans son livre « La prostitution, une affaire de sens ». Alors, je cite Nadeau. « Les filles, parce que c'est comme ça qu'elles s'appelaient entre elles, donc il les appelle les filles, viennent bavarder ou prendre un repas. Marie va aussi les rencontrer chez elle. Les membres de l'équipe leur apportent aussi un support particulier. Aider Gina à terminer son cours de secondaire, déménager Simone, lui trouver un emploi, accompagner Marcel au centre de main-d'œuvre, ou Nicole à l'hôpital, ou bien il ou elle répondent à des appels d'urgence, sortir Christiane du poste de police, aider Denise à fuir son souteneur, à récupérer ses enfants, aller chercher Louise qui est saoule dans un club. Alors, vous voyez la multitude de services qu'on rendait à partir de chez Marie. Alors, pour rencontrer les frais, parce que les Sœurs de la Miséricorde ne pouvaient pas supporter son projet, elle se fait vendeuse à temps partiel sur la rue Saint-Hubert pour payer le loyer de chez Marie. Ensuite, elle va travailler au CLSC Hochelaga Maisonneuve comme travailleuse sociale auprès des familles défavorisées. En 1975, on la retrouve au Brésil, donc une personne qui bouge énormément. Et elle sera en communauté donc de 1941, quand elle a 21 ans, jusqu'en 1975. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle quitte sa communauté pour épouser un étudiant en théologie qui faisait partie de l'équipe de chez Marie. Elle va continuer chez Marie jusqu'en 1979. Son mari veut étudier à Toronto. Elle le suit à Toronto.
Et là, malheureusement, elle coupe les ponts avec son passé, c'est-à-dire qu'elle jette tous ses papiers, ses photos, ses diplômes. Alors, quand j'entends des choses comme ça, là, en tant qu'historienne, je me dis quelle perte. Alors, qu'est-ce qu'elle fait à Toronto? Elle ne sera pas travailleuse sociale. Elle est extrêmement compétente, hein, vous comprenez? Elle va enseigner au primaire dans les écoles francophones à Toronto. Là, j'ouvre une parenthèse pour réfléchissons un peu à toutes ces femmes qui suivent leur mari et qui après ne peuvent pas travailler à leur niveau de compétence. C'est un exemple. Ils vont revenir au Québec en 83, ils vont ouvrir une clinique de chiropraxie à Lambton et à Longueuil. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas retourner au travail social. Elle va être la réceptionniste de son mari. Leur mariage va durer 13 ans, il va la quitter, il va se remarier, mais ça s'est fait à l'amiable et elle va rester amie avec le couple. Mais en fait, ce n'est pas sa vie privée tellement qui m'intéresse. Comme elle a de l'expérience comme réceptionniste, elle va être réceptionniste à la clinique de Louise Lambert-Lacassé à la fin des années 80. Alors, il y a peut-être quelqu'un d'entre vous qui l'avait rencontré là. En 96, elle publie son autobiographie qui s'appelle « Une longue marche, souvenir de Marie ». Et je termine ici. Elle est morte, comme vous le savez, il y a 2 ans, à 101 ans. Et maintenant, j'aimerais ouvrir un autre volet pour vous parler de mes propres recherches. J'ai fait des recherches sur les mères célibataires dans les années 30 jusqu'en 1940. Et la situation que je vais décrire, c'est la situation qui prévalait quand Marie Labrec est entrée en contact avec les mères célibataires de l'hôpital de la Miséricorde à Montréal. Il y avait un autre hôpital à Québec, mais c'est autre chose, à Montréal. Alors, mes recherches, donc, ont porté sur la période qui précède la grande réorganisation des services offerts aux mères célibataires. Okay? Justin, est-ce qu'on peut avoir la photo de l'hôpital de la Miséricorde? Alors, vous la voyez, elle est toujours là. Elle a une autre vocation. En fait, en ce moment, on essaie d'avoir peut-être un musée parce que l'institution de la Miséricorde mérite vraiment un musée. Ça doit rester dans la mémoire collective. En fait, bon, alors on peut enlever la diapo, là, Justin. Si on regarde le discours sur les mères célibataires à l'époque, c'est toujours un discours négatif. Il y a un prêtre, le père Victor Germain, qui, lui, a étudié le sujet, qui a écrit sur les mères célibataires. Il écrit un mémoire et le titre de son rapport, c'est « Le fléau des mères célibataires ». Alors, est-ce que c'était un fléau au Québec en 1937 quand il a écrit? Alors, le taux de naissance hors mariage est de 3% au Québec. C'est le plus bas au Canada. Il y a un médecin, le docteur Descaries. Alors, étant médecin, il y a une certaine autorité qui dit, je cite, « Il est probable que les enfants, je recommence, il est probable que les parents d'enfants illégitimes sont anormaux, puisque ces enfants sont particulièrement exposés à la déficience intellectuelle. » Aucune preuve, là, mais bon. Alors, les mères, dans ce qu'il dit, sont perçues comme ou faibles d'esprit, ou ignorantes qui ont été abusées, ou trop délurées, ou affectées d'une faiblesse morale qui font qu'elles ont cédé à une tentation. Alors, vous voyez, il n'y a jamais beaucoup de compassion. Hein? Et en devenant enceintes, non seulement elles perdent leur réputation, mais elles deviennent un déshonneur pour leur famille. Et ça, c'est très important. Il y a des conséquences concrètes de ce discours négatif. En 1937, donc 1 an après l'élection du gouvernement d'Union nationale, à l'époque, on est encore dans la crise économique et on donne aux nécessiteux, aux personnes qui en ont besoin, des secours directs.
En fait, c'est l'ancêtre du bien-être social. En 1937, on raye toutes les mères célibataires de la liste. Alors, comment elles devaient se débrouiller, mais c'est pour vous dire, c'est le genre de choses qu'on pouvait faire. Donc, elles ont transgressé, elles sont devenues enceintes avant d'être mariées, mais en plus, on accorde énormément de prix à la virginité au mariage. Et ça, elles ne l'auront pas, donc on se dit comment vont-elles se trouver un mari si on le sait. Alors, il y a un rejet, il y a une honte, et la seule façon de s'en servir, c'est de dissimuler sa faute, de faire comme si ce n'était pas arrivé, et d'où la mission de l'Hôpital de la Miséricorde qui répond à ce besoin-là. Alors, je vais vous parler de l'Hôpital de la Miséricorde et j'ouvre une parenthèse ici pour vous dire, je lisais une lettre d'une pensionnaire de la Miséricorde, une lettre que j'ai trouvée dans les dossiers. Alors, en haut, elle écrit à quelqu'un, puis elle marque en haut « misère », M-I-S-E-R-E, puis ensuite « corde ». Je ne sais pas si c'est un lapsus freusien ou si pour elle, c'était vraiment l'endroit de la misère. Là. Mais en fait, pour elle, c'est misère, corde. Alors, l'Hôpital de la Miséricorde sert donc de refuge. Alors, je fais un petit peu d'histoire. Ça a été fondé en 1848 par Rosalie Cadron-Jeté. Alors, Rosalie Cadron-Jeté était veuve. Elle avait 11 enfants. Les plus vieux commençaient à être grands et elle a commencé à accueillir une, puis une autre mère célibataire qui voulait se cacher. Et Monseigneur Bourget a été tellement impressionné qu'il lui a demandé de quitter ses enfants pour s'occuper uniquement de mères célibataires. Donc, elle a fondé la communauté des Sœurs de la Miséricorde et a ouvert un endroit, enfin différents endroits dans le Faubourg Saint-Laurent à l'époque pour accueillir des mères célibataires. Elle s'appelait Rosalie Cadron-Jeté, est devenue mère de la Nativité. Et dès les débuts, il s'agissait de cacher le déshonneur des jeunes femmes. La communauté a été fondée, je cite, pour protéger l'honneur des familles en offrant un refuge à la détresse morale des filles malheureuses et pour procurer le saint baptême et l'éducation morale des enfants abandonnés. Ça, c'était le but. Et je dois faire une mise au point, ce n'est pas la majorité même des femmes qui ne sont pas mariées qui vont accoucher à l'Hôpital de la Miséricorde. Hein. La vaste majorité a d'autres, va ailleurs. De toute façon, ma recherche a porté sur la miséricorde, qui est là pour dissimuler la honte, si vous voulez, et réhabiliter les pensionnaires et aussi empêcher les avortements et les infanticides. Alors, je vais vous donner des statistiques là, sur mon échantillon. Okay? J'avais un échantillon de 10% sur 12 ans. Alors, ce qui en ressort, c'est que 50% des pensionnaires avaient moins de 21 ans, la moitié. 14% avaient moins de 18 ans. 5% avaient fait des tentatives d'avortement. Point de vue santé, 35% avaient des MTS, qu'on appelait à l'époque des maladies vénériennes. 4% avaient la syphilis. Ça, c'est avant les antibiotiques. C'est une maladie sérieuse. Et 16% avaient déjà été enceintes. Alors, qu'est-ce qui arrivait de leur bébé? 14% sortaient de l'hôpital avec leur mère. Donc, la mère les gardait. 5% vont chez leur grand-mère, donc la mère de leur mère, ou chez une tante. Mais ce qui est plus, je trouve, dramatique, c'est que de 37 à 30%, c'est-à-dire 37% en 1930 puis 30% en 1940, meurent pendant leur première année des enfants. Alors là, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que Montréal avait le taux de mortalité infantile le plus élevé du monde occidental à cette époque-là, dans les années 30, et que le taux de ces enfants-là est 3 fois plus élevé que le taux de la ville de Montréal. Je vais y revenir tout à l'heure sur les causes de ces décès-là. Si on regarde l'occupation des
femmes qui se présentaient à la miséricorde. 46% sont des servantes, c'est leur expression. Or, ça aussi, c'est sujet à caution. Parce que vous imaginez une jeune femme de la campagne qui était chez ses parents, disons, ou qui travaillait au bureau de poste. En tout cas, elle arrive à Montréal, puis elle va se placer comme domestique en attendant de rentrer à la miséricorde. Donc, je ne peux pas vous garantir que 46% étaient domestiques, c'est peut-être moins que ça. 31% venaient directement de leur famille à la miséricorde. 5% travaillaient dans une manufacture, puis ensuite, le reste, c'est des poussières. Là. Il y a 0,7% d'institutrices, tout ça, c'est négligeable. Bon, tout ça, c'est du quantitatif. Or, les femmes qui étaient là n'étaient pas des statistiques, même si elles étaient identifiées par un numéro sur leur dossier, etc. Mais comment saisir qui elles étaient, leur vie, leur quotidien, quand tout devait demeurer secret? Alors, j'ai trouvé des lettres dans les dossiers. Je vais y revenir. J'ai trouvé de la correspondance entre religieuses aussi. Je dois vous dire que ma recherche, je n'ai pas eu accès aux archives des Sœurs de la Miséricorde. J'ai eu accès aux dossiers médicaux et aux dossiers des pensionnaires qui se trouvaient, à l'époque, ça s'appelait le Centre hospitalier Jacques Vigier, qui était dans l'ancien hôpital de la Miséricorde. Okay? Alors, c'est là que je retrouve la correspondance entre des religieuses, des membres de la famille ou des curés ou d'autres religieuses. Alors, elles se préoccupent surtout de l'aspect moral de leurs pensionnaires. En 1937, une religieuse écrit à une de ses consoeurs à Saint-Hyacinthe, parce que la jeune fille va aller là, mais entre guillemets, la jeune M, 20 ans, a une conduite extérieurement assez bonne. Mais nous y avons été trompés nous-mêmes, car cet enfant est quelque peu dissimulé. Elle est même rusée. Elle cherche à écrire à son monsieur à la cachette. Elle nous cause des inquiétudes, car sait-on jamais ce qui peut arriver avec une fillette de ce calibre. Et la fillette, elle a 20 ans. Hein? Bon, alors les religieuses posent des jugements sur leurs pensionnaires. On le voit sur leurs fiches. Par exemple, je note menteuse, hypocrite, même dévergondée. Parfois, c'est positif. On va dire c'est une bonne fille qui a été abusée. Et ça, c'est plutôt rare. Alors, je reviens à la mission qui est de dissimuler. Il faut absolument la discrétion. On ne peut pas s'imaginer aujourd'hui la honte des familles lorsqu'une jeune fille est enceinte. Je vous donne un exemple. Un père écrit à la religieuse parce qu'il veut qu'on lui dise quand sa fille va accoucher. Évidemment, il est le grand-père. Alors lui, il est cultivateur, mais il est marié. Donc, il est assez connu dans sa paroisse, à la campagne. Je cite sa lettre, OK? Il ne faut pas que rien se dise par téléphone, car nous sommes sur une ligne publique. Et à peu près 20 familles peuvent saisir un mot et deviner le reste. Prenez le temps de m'écrire. Il ne faudra pas que l'enveloppe porte aucun mot qui indiquerait que cette lettre est partie de votre maison, car voyez-vous, dans les campagnes, nous nous connaissons tous et le moindre soupçon éveillerait les gens du bureau de poste ainsi que le postillon rural et alors tout serait connu. Ça, c'est en 1933. En 1944, donc on est rendu 11 ans plus tard, une mère écrit à son mari parce que lui est en dehors de la ville et c'est elle qui visite sa fille, parce qu'ils ont droit à une visite par semaine. Le malheur qui pèse sur chaque membre de notre famille doit être étouffé. Alors, elle a besoin d'argent de son mari pour payer les religieuses. Alors, il lui dit, tu pourras faire le mandat de poste à mon nom. De cette manière, ça sera moins compromettant, car aucune lettre sortie de Bécomo pour le 850 Dorchester, encore bien moins un mandat poste au nom de la maternité, ou même au nom de notre fille. Il faut éviter tout soupçon. Vous voyez comme c'était important de cacher ça. Alors, parlons des jeunes filles elles-mêmes. Aucune ne demandait à être enceinte, hein, on s'entend, sauf peut-être celles qui pensaient naïvement que le père était pour les marier, les épouser, mais bon. Alors, il y a une certaine naïveté, il y a surtout un manque total d'éducation sexuelle.
chez la plupart. Manque de contraception, on le sait, et l'avortement est très dangereux à l'époque, même s'il y en avait pas mal. Et il y avait des cas d'inceste qui sont difficilement quantifiables, mais même Marie Labrec va commenter sur les cas d'inceste qu'elle a rencontrés. Et souvent, les parents vont se blâmer, parce que la société va aussi blâmer les parents. Alors, il y a des parents qui vont dire « on l'a pas assez surveillé ». Ou une mère va dire « j'ai donné tous les conseils possibles à ma fille, comment se fait-elle qu'elle est enceinte ?» Mais on blâme aussi la fille. Il y a des parents qui partagent, évidemment, ils vivent dans la société, ils partagent tous les mêmes valeurs en général, et les parents vont partager les objectifs des religieuses. Alors, une mère dont la fille a passé 1 an et 3 mois à la miséricorde, parce qu'on peut rester là longtemps, elle écrit à la religieuse « J'espère que tout ce temps passé chez vous va lui faire une bonne leçon. » Ensuite, dans un autre dossier, je trouve une note de la religieuse, si possible, la garder jusqu'à 21 ans. Elle a 17 ans. C'est le désir de sa mère et du curé. Alors, dans ce cas-là, on va l'envoyer travailler à la crèche aux sourds et collets pour la garder. Alors, quelles étaient les conditions à l'hôpital de la Miséricorde? On entre dans son 6e mois de grossesse. Quand ça commence à paraître, là, celles qui payent, par exemple, peuvent rentrer plus tôt, parce qu'elles peuvent se cacher plus tôt, parce qu'elles peuvent payer. Les autres, c'est dans leur 7e mois de grossesse. Mais elles doivent être anonymes. Alors, la première chose qu'on fait, quand elles s'inscrivent, on leur donne un nom, qu'on appelle un nom imposé. Et elles vont être connues sous ce nom, puis elles ne sont pas supposées donner leur propre nom à personne. Okay? Alors, je vous donne un exemple de ces noms-là. J'ai finalement trouvé que c'était des saintes romaines, vierges et martyrs des premiers siècles de l'Église. Alors, mettez-vous dans la tête qu'elles vont porter ce nom-là pendant 6 mois au moins. Héraïs, Potamie, Bénigne, Nymphodore, Métrodore, Ménodore, Humiliane, Fructueuse, etc. Moi, quand j'ai fait ma recherche il y a longtemps, je pensais que Humiliane, on faisait exprès pour humilier quelqu'un qui avait trop d'orgueil, disons. Puis Fructueuse, c'est une qui avait eu des jumeaux. Mais ce sont tous des noms de saintes et martyrs. Et en plus, elle porte un uniforme, c'est sûr. Justin, est-ce qu'on peut avoir la diapo du prospectus? Ça dit quelque chose? Ça, c'est le prospectus de l'hôpital de la Miséricorde que vous allez voir. Alors, vous avez les frais dans la salle commune, et la salle commune, c'était 60 lits. C'est 8 $ par mois. Ensuite, 120 $, c'est adoption de l'enfant et maladie, on va en parler par la suite. Mais il y a aussi des pensions privées qui sont beaucoup plus chères. Il y a des chambres semi-privées et des chambres complètement privées. Alors, pour payer ce montant-là, comme plusieurs sont indigentes, elles vont travailler. Elles vont travailler du moment où elles arrivent, elles sont enceintes, elles vont travailler jusqu'à l'accouchement ou presque. Et puis après, elles vont travailler par la suite pour rembourser leurs dettes, pour rembourser les frais d'accouchement, les remèdes, les médicaments et tout ça. Celles qui sont dans les chambres privées, parce que, ah oui, le but, c'est de réhabiliter ces filles-là. On les réhabilite par le travail et par les offices religieux, par la religion, mais par le travail. Mais on n'a pas besoin de réhabiliter tout le monde, on dirait, parce que celles qui payent sont exemptées de travail. Puis elles peuvent retourner chez elles beaucoup plus tôt comme ça. Alors, on trouve souvent des femmes qui écrivent à leur famille, qui implorent leur famille de trouver de l'argent pour rembourser leurs dettes pour qu'elles puissent s'en retourner à la maison. Mais en fait, les comptes sont très confus. Ça revient dans la correspondance. Et j'ai trouvé un document que personnellement, je trouve très intéressant. Alors, je vous raconte l'anecdote, je regarde le temps, là, mais en 1932, le père d'une jeune fille de 18 ans veut poursuivre le père de l'enfant, qui a 62 ans. Alors, il engage un avocat et on demande à sœur Tarcisius, c'est la religieuse qui s'occupait des mères célibataires,
d'envoyer le compte d'hôpital de cette personne-là à l'avocat directement. Alors, le compte, c'est ça. Pension avant l'accouchement, 3 mois à 10 $ par mois, ça fait 32,50 $. 12 jours de traitement, ça, c'est quand elle est au lit après l'accouchement, parce qu'on sortait à peine du lit avant 12 jours à l'époque. 24 $. Salle d'opération et médecin, 15 $. Abandon d'enfant. Alors, c'est comme ça qu'on appelait ça. On signait des papiers comme quoi notre enfant pouvait être adopté et on payait 50 $ parce que les religieuses devaient le nourrir jusqu'à ce qu'il soit adopté. Mais rappelez-vous qu'il y en a un tiers qui mourrait de toute façon. Et les remèdes, 5 $, ça fait 126 $ et 50 $ total, la facture totale qu'il envoie à l'avocat. Et l'avocat gagne sa cause. Et l'avocat envoie 300 $ à l'hôpital de la Miséricorde aux religieuses. Mais pensez-y, la jeune femme de 18 ans, elle a travaillé pour éponger sa dette. Elle a travaillé 3 mois avant, elle a travaillé après. En tout, elle a été là 5 mois. Donc, elle a travaillé 5 mois moins les 2 semaines d'accouchement. Et c'est ce travail qui devait payer pour ses frais. Sauf qu'elle n'a jamais touché une partie du 300 $ que l'avocat est allé chercher au père du bébé. De toute façon, cet enfant-là est décédé 1 mois après le départ de la mère de l'hôpital. Mais je vous donne ça comme exemple pour vous dire à quel point c'était mêlé les finances entre les familles et les religieuses. Alors, de quoi vivaient-elles, les religieuses? Parce que ça coûte cher quand même, une institution comme ça. Elles recevaient un per diem du gouvernement provincial et de la ville, 36 sous par jour par patiente. C'est très peu. Donc, on comprend pourquoi ils voulaient les faire travailler. Mais leur principale source de revenus, c'était les dames patronesses. Il y avait des femmes, des organismes féminins qui faisaient des levées de fonds, qui avaient des bazars, qui faisaient des dons, qui couchaient dans leur testament. Alors, c'est surtout comme ça qu'elles avaient de l'argent pour faire fonctionner l'hôpital. Alors, comme je disais, c'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de réhabilitation morale, enfin pour celles qui ne peuvent pas payer. Donc, ça veut dire la chapelle 3 fois par jour, une discipline très stricte, contrôle à tous les moments. Puis, il y avait des bonnes notes, des mauvaises notes. Alors, j'ai trouvé au moins 2 cas où on a donné des bonnes notes parce qu'on avait fait une transfusion de sang. Une a eu un crédit de 20 $, ce qui est beaucoup sur la note finale parce qu'elle a donné du sang pour une transfusion. Et une autre a obtenu des jours de grâce. On ne sait pas combien de jours, mais elle a servi moins longtemps, travaillé moins longtemps à la fin parce qu'elle avait donné du sang. Mais on a surtout des mauvaises notes. On a des mauvaises notes pour désobéissance, pour langage vulgaire ou pour avoir tenté de poster une lettre en cachette. Alors là, je vais vous parler des lettres que j'ai trouvées. Si je les ai trouvées dans le dossier, c'est parce qu'elles ne sont jamais rendues. Il y a des lettres qui ont été envoyées, puis il y a des lettres qui ont été reçues, mais aucune n'est arrivée à son destinataire. En fait, j'ai trouvé dans un dossier, il y en a une qui a 1 mois de pénitence, ça veut dire qu'elle doit travailler 1 mois de plus à la fin pour avoir malé une lettre en cachette. On dit que les filles essayaient, les jeunes femmes essayaient d'éjeter sur le trottoir. Elles avaient le droit d'écrire une lettre par semaine, mais les religieuses les lisaient. Alors, si elles se plaignaient trop, elles gardaient la lettre dans le dossier. Par exemple, celle qui dit, je cite, « On se couche à l'heure des poules et on se lève à l'heure des coqs. » J'ai trouvé la lettre dans le dossier. Il y a aussi des lettres d'amis, qui serait le père du bébé, qu'on intercepte. Surtout si les parents disent c'est un mauvais parti, on ne veut pas que notre fille le fréquente. Alors, s'il essaie de rétablir un contact avec la mère, avec le bébé, la mère n'aura jamais sa lettre. Il y en a un, par exemple, qui offre de donner de l'argent. Il donne même son adresse, mais la femme n'a jamais eu son adresse, vu que moi, j'ai trouvé la lettre dans le dossier. On intercepte des lettres d'un frère plus qu'une fois parce qu'on ne croit pas que c'est son frère, on dit que c'est le père qui se fait passer pour le frère. Bon, en fait. Et il y a, alors, je cesse ici pour les lettres, là, je pourrais en parler longtemps. Il y a le travail. Alors, en quoi consistait le travail? Dès qu'on arrive, il faut travailler parce qu'on est nourri. Hein?
Le pire, c'est à la buanderie, parce que vous imaginez la quantité de couches. Et on lavait les planchers, on était à la cuisine, ça c'était mieux. On s'occupait des bébés à la pouponnière. On allaitait plusieurs bébés, on pouvait allaiter 8 bébés à la fois. Il y en a une qui se plaint d'en avoir allaité plus que ça, mais la lettre est restée dans le dossier. En tout cas. Mais il y a un avantage, il y a vraiment un gros avantage pour ces femmes-là d'être à la miséricorde, c'est qu'elles ont un examen médical à l'entrée et qu'elles sont suivies pendant toute leur grossesse et leur accouchement et après. Ce qui est mieux que la grande majorité des femmes à l'époque au Québec. À l'examen médical, on trouve, bon, je vous ai donné tantôt le taux d'MTS, mais on remarque un très grand nombre de très mauvaises dents, donc elles ont l'avantage de voir un dentiste. Elles voient qu'il arrive quoi que ce soit, une chute ou quoi que ce soit pendant leur grossesse, elles vont avoir un médecin ou une infirmière sur place. Donc, leur santé prénatale et postnatale est suivie. L'accouchement va se faire très souvent sous chloroforme. Moi, j'ai vu parce que quand j'étais jeune, on disait quand j'étais jeune, que pour les punir, elles accouchaient sans chloroforme. Et ça, c'était à l'époque, mon époque, bien avant l'accouchement soi-disant sans douleur, là, où on n'a pas grand-chose. Presque toutes les mères qui allaient à l'hôpital étaient endormies d'office. Et on disait, mais les mères célibataires, on les punit. Ben, moi, dans les dossiers, là, elles ont presque toutes un peu de chloroforme. Justin, est-ce qu'on peut avoir une photo de la pouponnière des bébés? Oui. Ça, c'est une photo qui avait été tirée d'un article qui avait paru dans la revue Moderne, je pense. Ouais. Bon. J'ai dit que les enfants, plus d'un tiers mouraient. La mort est acceptée comme une bénédiction. On disait aux mères, c'est un petit ange qui va veiller sur vous au ciel. Il est bien mieux d'être là que d'être, parce qu'autrement, il y aurait eu une vie malheureuse, etc. Mais si le taux de mortalité est si élevé, ce n'est pas parce qu'on les tuait, c'est même pas parce qu'on les négligeait non plus. C'est qu'ils sont tassés dans cette pouponnière-là. S'il y en a un qui a une gastro, ça va se répandre. Et la première cause de mortalité, c'est gastro-entérite. La deuxième cause, c'est une infection. On est avant la période des antibiotiques, donc ça se répand comme... Ensuite, la troisième cause, c'est maladie pulmonaire. Alors, à la sortie, oui, je devrais peut-être mentionner que la meilleure façon de partir, c'est de se faire mettre à la porte. Il y en a seulement 4% qui ont réussi à se faire mettre à la porte. On se met à la porte si on est un sujet de scandale. Je vous donne un exemple. La religieuse dit, une telle quitte avant terme, elle désirait partir et comme elle est un sujet de scandale à la salle par ses conversations vulgaires, nous la congédions volonté, elle est très peu intelligente. Celles qui ne retournaient pas dans leur famille, on essayait de les placer comme domestiques. Les médecins avaient le choix d'avoir les meilleurs domestiques, d'ailleurs, à la miséricorde. On espérait... En fait, la meilleure solution, ça aurait été qu'elles épousent le père si c'était un bon parti. Je dois vous dire qu'il y a eu quelques mariages à la chapelle de la miséricorde après la naissance de l'enfant. On a des cas, en fait, j'ai trouvé un cas en particulier où la mère ne veut tellement pas se séparer de son enfant, même si elle sait qu'il va être adopté, qu'elle demande de travailler, de continuer à travailler à la crèche pour être près de l'enfant. C'est ce qu'elle va faire. On va lui trouver du travail rémunéré, pas beaucoup, mais rémunéré à la crèche, comme ça, puis voir son enfant pendant un certain temps. Je termine en disant que c'est un traumatisme pour toutes les femmes concernées. On n'oublie jamais. Hein? On écrit pour prendre des nouvelles. J'ai trouvé des lettres où on dit « dites-moi comment il va ». Tout ça. Des fois, les religieuses répondent « elle est charmante, elle est gentille », mais en fait, je regarde la date, puis l'enfant est mort depuis 2 semaines, 3 semaines. On envoie de l'argent pour faire prendre des photos.
elles peuvent visiter leur enfant au début, une fois par mois, mais le jeudi après-midi. Alors, ce n'est pas pratique si vous travaillez, ce n'est pas pratique si vous habitez à l'extérieur de Montréal. Et j'ai un témoignage de quelqu'un 17 ans plus tard, un couple qui s'est marié 1 an après l'accouchement, et lui écrit, je cite, en 1956, « Plus nous vieillissons, plus nous y pensons, ça ne se passe jamais. » Alors, ça, c'était la situation quand Marie Labrec est arrivée. Il va y avoir de grands changements, en bonne partie grâce à elle. En 1945, c'est les débuts du service social. Hein. Il y a une professionnalisation du service social et toutes sortes de réformes. On se souvient hein, qu'elle est une des premières étudiantes religieuses à fréquenter l'école de service social. Et l'essor du travail social au Québec à l'époque est très influencé par ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. On dit que les manuels sont en anglais et que c'est comme dans les pays anglo-saxons, plus la religion ici. Et les conceptions hors mariage demeurent pendant longtemps d'abord un problème moral et graduellement, ça va devenir une question sociale. Par exemple, au début, les travailleuses sociales vont diriger les femmes vers un directeur spirituel avant de traiter de questions pratiques concernant leurs difficultés personnelles, parce que la religion devrait les empêcher de retomber. Et petit à petit, on va voir l'influence de la psychologie, l'influence freudienne. Parce que Freud commence à avoir une influence au Québec seulement après la Deuxième Guerre mondiale, pardon, après 1945 à peu près, surtout dans les années 50-60. Alors là, on se pose des questions. Pour qu'est-ce qu'elle a cédé? Est-ce que inconsciemment, elle ne voudrait pas avoir un enfant? Ou s'il y a des problèmes avec ses rapports avec ses parents depuis sa tendre enfance, par exemple. Elle a peut-être un complexe d'Édipe si le père est plus âgé. On parle de névrose, on parle de problèmes de personnalité, etc. Et là, on va chercher des causes psychologiques à sa condition. Mais ce qu'on voit avec ça, c'est que de moins en moins, on les blâme on blâme leur manque de moralité, si vous voulez. On va blâmer leur famille, on va blâmer leur mère, on va blâmer leur manque d'éducation, on va blâmer leur névrose. On parle rarement du père, en fait. Et jusqu'aux années 1970, on va voir des individus qui doivent être réhabilités. On ne parle pas encore de sexualité, hein, puis encore moins de contraception. Là. Et c'est avec la montée du féminisme, à la fin des années 60, dans les années 70, qu'on va voir un problème essentiellement patriarcal, lié à ce qu'on appelle le double standard de moralité, où les hommes ne subissent pas la même stigmatisation que les femmes. Et ça va venir avec le mouvement féministe, une prise de conscience, si vous voulez. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on change souvent de politique en fait, envers l'enfant. C'est que dans les années 30, il y a deux options. On pense que l'enfant peut mener à la réhabilitation de sa mère. On encourage l'allaitement maternel pour que le lien reste là et que grâce à l'enfant, il soit réhabilité. Sauf que la grande majorité n'ont pas les moyens de s'occuper d'un enfant quand ils vont sortir de la miséricorde pour toutes sortes de raisons. Et graduellement, on encourage les mères à donner leur bébé en adoption pour qu'elles puissent recommencer leur vie, pour qu'elles puissent travailler et se marier et effacer leurs fautes, c'est-à-dire ne jamais en parler. Puis, il y a aussi le mythe, hein, on croit que l'enfant va être adopté dans une bonne famille, dans un milieu beaucoup plus recommandable que le milieu de sa mère, qu'il va avoir toujours des parents de classe moyenne qui vont s'en occuper de façon merveilleuse. Or, où il va être élevé dans une institution catholique, et c'est surtout ce qui va arriver. Parce que la réalité, c'est qu'au Québec, l'offre est beaucoup plus forte que la demande. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'enfants à être adoptés que de parents
qui veulent les adopter. Pas parce que les gens ne veulent pas les adopter, mais au Québec, avant les années 70, le taux de natalité est extrêmement élevé. Les gens ont déjà pas mal d'enfants. Les couples qui ne veulent pas avoir d'enfants élèvent souvent un enfant de la famille. Donc, il y a un problème. Il y a quand même plusieurs personnes qui adoptent des enfants, mais il n'y en a jamais assez. Ça va même donner lieu à un trafic de bébés avec les États-Unis des années 50. Ça va faire scandale. Et ce qui arrive, c'est que la plupart de ces enfants-là sont élevés dans des institutions, à la crèche, à l'orphelinat, etc. Bon, je sais que Marie Labrèche s'est occupée beaucoup de prostituées. Je ne vais pas vous parler de prostitution tout de suite. Enfin, non. Je vais conclure, en fait, pour pouvoir avoir le temps de prendre des questions. Justin, est-ce qu'on peut voir les... Oups, je m'excuse, Justin. Est-ce qu'on peut voir les livres? Parce que je vais vous montrer le livre de Marie Labrèche, son autobiographie, Une longue marche. Et puis, on peut passer à l'autre photo, là, parce que c'est sa photo à l'âge qu'elle avait lorsqu'elle, probablement, quand elle a publié son autobiographie. Alors, ça va. Si on regarde la contribution de Marie Labrèche à la situation des femmes ostracisées et marginalisées, Marie Labrèche est une personne qui a fait changer les choses, surtout pour les mères célibataires. Elle a contribué à faire changer les mentalités à une époque où les choses changeaient. Hein. J'ai dit que c'était après le Deuxième Concile du Vatican. C'est aussi à l'époque de ce qu'on a appelé la Révolution tranquille et après, sauf qu'elle a commencé avant. C'est une personne d'avant-garde. Ce qu'on remarque, c'est son empathie pour les personnes qu'elle aide, sa compréhension. Elle ne pose pas de jugement. Elle est toujours croyante. Hein? Ça, j'insiste là-dessus. Elle dit dans son livre, le jugement est l'antithèse de la compréhension. Et elle n'a peur de rien. Je crois qu'elle est très tenace. Elle est excellente pour faire du lobbying, pour aller chercher des appuis financiers et autres pour ses causes. Et si on regarde les témoignages de gens qui l'ont connue, on parle de personnalité charismatique, on parle de sa franchise, trop peut-être, mais on dit qu'elle disait ce qu'elle pense. Alors, pour son époque, moi, je la vois comme une espèce de lumière, un phare, si vous voulez. Quelqu'un qu'on aurait bien aimé connaître et quelqu'un, j'aurais bien aimé qu'elle vous parle à ma place ce soir. Là. Mais faute de mieux, il y a son autobiographie. Alors maintenant, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, André Lévesque. Pour les questions, probablement la chose la plus facile, en fait, c'est si vous levez votre main avec le contrôle dans Zoom, c'est dans les réactions, dans la barre d'outils de chaque écran. L'autre possibilité, c'est que vous pouvez toujours poser votre question dans le clavardage, dans la discussion écrite. Et d'ailleurs, il y avait déjà une question. Ah oui, on a déjà. OK. Il y avait déjà une personne qui a demandé, en fait, quand il y a eu la liste des tarifs par jour qu'on a vue par écrit, et peu de temps après, il était question de la facture envoyée à l'avocat. Et je pense qu'elle voulait aussi voir s'il y avait ces chiffres-là par écrit, si j'ai bien compris la question. Ça ne balance pas, hein? Sur le prospectus, c'est 8 $ par mois, mais ce qu'on charge à l'avocat, c'est 10 $. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez me dire. Non, ça ne balance pas. Mais je n'ai pas pris de photo. J'aurais pu de la note qu'on envoie à l'avocat. Comme ça, vous auriez pu comparer avec le prospectus. Mais ça va beaucoup plus en détail parce que ça donne les frais d'accouchement et tout ça séparément pour l'avocat. Je ne sais pas si ça répond à votre question, là. Ça, c'était pour Monique. Une nouvelle question maintenant. Marie-France Ferland demande, est-ce qu'on sait
quel pourcentage des enfants étaient adoptés dans les années 50? Personnellement, je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait trop d'enfants. D'où le trafic vers les États-Unis, d'où le fait, bon, on a parlé des enfants du Duplessis, mais ce n'est pas nécessairement ça, mais c'est souvent ça, là. Les orphelinats regorgent d'enfants dans les années 50. Ça c'est un fait. Et une chose que moi, je pourrais ajouter, c'est qu'il y avait aussi la règle qu'il fallait adopter à l'intérieur de la même religion, n'est-ce pas? Voilà. Absolument. Et donc, parfois, il y avait donc des familles juives de Montréal qui devaient passer par les États-Unis pour avoir un enfant catholique montréalais. Exactement. C'est une histoire. Exactement. Oui. Bon. Donc, voilà, la personne qui a posé la question sur les frais, la réponse est bonne, mais elle aimerait bien voir l'image si jamais c'était possible. Et puis, il y a Éric Toussaint qui lève la main. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Moi, j'avais une question. J'ai travaillé sur Le Berceau des anges, une série télévisée, justement sur le scandale du trafic de bébés dans les années 50. Ah bon? On avait beaucoup lu vos documents, ainsi que beaucoup d'articles de journaux. Et je vais tomber sur des articles sur Sainte-Mechtilde. Et puis, j'avais un coup de foudre pour Sœur Sainte-Mechtilde. Je la trouvais vraiment cool. Donc, je l'avais donné à Jacques Savoie, qui était le scénariste de la série. Alors, je soupçonne que le rôle de la sœur Marie de la Sainte Trinité serait un peu basé sur la sœur Sainte-Mechtilde. Je trouvais que ce qu'elle a fait était vraiment intéressant. Puis on voulait un modèle positif comme religieuse. Et puis j'avais une question parce que j'ai rencontré beaucoup de femmes qui ont accouché en entrevue pour faire étoffer la recherche. Et puis j'avais une dame qui était venue avec sa fille qui avait, en tout cas, elle avait dit que sa fille lui avait été enlevée de force. Et puis, on sait qu'ils se sont retrouvés 50 ans plus tard. Et on sait qu'il y a eu une enquête au sénatorial sur l'adoption forcée au Canada. Et puis, je soupçonnais que ça se pratiquait aussi à la miséricorde à une certaine échelle. Peut-être pas, parce que j'ai eu des femmes aussi à Québec qui ont le même discours, des femmes dont on a enlevé l'enfant, même sans avoir signé le papier qu'on signait pour céder l'enfant. Et puis, donc, c'est ça, je me demandais si vous avez des informations à ce sujet-là. Je dois vous dire que mes recherches, personnellement, ont été faites avant 1940, donc avant 1941. Mais j'ai entendu parler de cas comme ça. Mais en tant qu'historienne, je ne peux pas les citer, là, mais ce qu'on disait quand j'étais jeune, c'était que même les femmes signaient, elles étaient presque sous l'effet de l'anesthésie, vous voyez. Et ça faisait partie justement de cette période de psychologie, psychiatrie où on disait l'enfant, c'est beaucoup mieux pour l'enfant et c'est beaucoup mieux pour la mère qu'ils soient séparés parce qu'elle va pouvoir se refaire une vie et l'enfant va avoir un meilleur milieu. Ça correspond. Mais comme je vous dis, moi, là, je dois avoir des preuves écrites. Oui, OK. Moi, j'ai eu des témoignages vivants de femmes qui me l'ont dit. Pardon, puis, j'ai retrouvé un article là sur le site, dans le bulletin du printemps 2013 que j'ai mis dans la discussion. Là, il parle du trafic de bébés en 1950 sur le plateau. Okay. Vous trouverez l'article. Notre webmestre. Merci. J'ai deux autres questions. Daniel Rivet demande si les documents que vous avez utilisés pour vos recherches sont disponibles en archive quelque part.
Oh, là, je vais brailler. Quand j'étais là, OK. La réponse courte, c'est non. C'est que ces archives-là, à un moment donné, je me suis informée, j'aurais voulu, parce que j'ai fait d'autres recherches, j'aurais voulu retourner, puis on m'a dit, mais on va épurer les dossiers. Alors, j'avais demandé, qu'est-ce que ça veut dire épurer les dossiers? Bien, on dit, on va se débarrasser des courbes de température, par exemple, quand on prenait leur température, puis peut-être des lettres. J'ai dit non, pas des lettres. Mais toujours est-il que, pour faire une longue histoire courte, quand ils ont déménagé, parce qu'ils ne sont plus au centre hospitalier Jacques Vigée. Moi, c'est là que je les ai consultées. Hein. Elles étaient au centre hospitalier Jacques Vigée. Ben, elles sont perdues. Elles ne sont pas à la BANQ, ce n'est pas nulle part. J'essaie d'y retrouver. Je suis allée sur Internet, j'ai demandé à des archivistes. Il semblerait que c'est perdu. Alors, vous devez me croire sur parole. Il n'y a personne qui est capable de vérifier ce que je vous dis. Parce que, et à l'époque, c'était, OK, j'ai fait ma recherche en 87-88 pour un livre qui est sorti en 89, je pense. En tout cas, ouais. Et à l'époque, on n'a pas d'ordinateur portatif, on n'a pas de téléphone cellulaire pour prendre des photos, je n'avais pas le droit de faire des photocopies, donc j'ai pris des notes. Je prenais des notes d'extraits de lettres, je copiais des lettres. Je ne pouvais pas copier toutes les lettres. Et donc, mes sources, là, malheureusement, j'aimerais ça qu'ils reviennent. S'il y a un archiviste qui nous écoute, là, aidez-moi. Mais on me dit que c'est probablement disparu, malheureusement. Autre question, de la part de Guy Laperrière, il demande si Marie Lebrec a maintenu des contacts avec la Miséricorde après son départ de la communauté. La réponse courte, Guy Laperrière, c'est je ne sais pas. J'ai aucune évidence. Je n'ai pas fait de travail d'archives sur elle et je ne sais pas. J'aimerais savoir si Marie Labrec a laissé des archives. Mais je crois que non, parce que quand elle est partie à Toronto, elle écrit dans son autobiographie qu'elle a tout brûlé ses papiers. Elle dit qu'elle avait même brûlé ses diplômes. Donc, après, il a fallu qu'elle recherche ses preuves de compétences. Donc, j'ai l'impression que je ne sais pas. Et sa deuxième question, c'est est-ce que les archives des Sœurs de Miséricorde sont accessibles aujourd'hui? Elles sont accessibles. C'est comme moi, quand je leur ai donné mon sujet de recherche, je n'ai pas eu la permission. Mais il y a plein d'autres personnes qui ont eu la permission pour d'autres choses si vous étudiez la communauté. Je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui. Moi, ça fait longtemps. Hein. Ce que je vous dis, là, ce n'est pas aujourd'hui. Oui, elles sont accessibles, les archives des Sœurs de la Miséricorde. Oui. Là, ah oui, il y a Jean-Guy qui lève la main. Oups, micro, Jean-Guy, OK. Voilà. Si je peux répondre à la question de Guy, je suis Jean-Guy Nadeau, que Mme Delisle a cité très gentiment il y a quelques minutes. Alors, pour répondre à la question de Guy, après avoir quitté la Miséricorde, Marie Labrec est restée en contact avec les Sœurs de la Miséricorde. Elle a continué d'habiter avec les Sœurs de la Miséricorde jusqu'à temps qu'elle aille sur Saint-Denis. Je l'ai connue à l'époque de Saint-Denis et que, comme vous le savez, j'ai travaillé là avec elle aussi. Et quand elle a déménagé sur Saint-Denis, elle était en contact très étroit avec les sœurs. Et si mon souvenir est bon, il y a même 2 sœurs qui sont déménagées là avec elle, en tout cas au moins une que j'ai rencontrée après, mais l'appartement n'était pas assez grand pour 3 personnalités comme ça. Elle a quand même gardé contact avec les sœurs, mais les sœurs ne la subventionnaient pas, d'où, comme vous l'avez dit, le fait qu'elle a dû aller travailler. Je trouvais ça extraordinaire. Elle avait à cette époque-là, elle devait avoir 55 ans à cette époque-là, peut-être même 60, parce qu'à ma connaissance, elle a dû partir pour Toronto au début des années 80, mais je n'ai pas les bonnes dates en tête, là. Ça pourrait aussi être 79, mais il me semble qu'elle était à ma soutenance de thèse qui portait là-dessus, puis ça, c'était en 83.
Et si je peux dire juste un petit mot sur elle, avec elle, j'ai appris à écouter. Là, je parle, mais j'ai appris à écouter des femmes que personne d'autre écoutait jamais. J'ai suivi un cours de criminologie au niveau des supérieurs pour apprendre à faire des verbatims, mais je ne pouvais pas enregistrer, évidemment, et je ne pouvais pas prendre de notes, évidemment. Alors, j'ai fait ma thèse de doctorat dans un endroit, dans une pratique où le mot d'ordre de Marie, c'est vrai qu'il n'y avait pas de jugement, mais le mot d'ordre de Marie, de tout le monde, c'était « ici, on ne pose pas de questions ». Donc, j'ai appris à écouter autrement et je suis extrêmement reconnaissant. Tout ce que j'ai fait après, c'est un peu à cause d'elle, disons. Voilà. Merci de votre exposé et d'avoir pris cette initiative que je trouve vraiment extraordinaire, merveilleuse. Merci, Mme Delisle. Merci pour votre témoignage. Hein? Parce que quand les gens ne laissent pas d'archives, faut se baser sur le témoignage des contemporains. C'est ça, j'ai une couple de textes d'elle, mais qui sont tous très courts. Et puis, vous avez dû voir une conférence qu'elle avait faite avec Louise Léger, j'oublie en quelle année, peut-être en 1971, qui a été publiée dans la revue Maintenant. Je cherche la date précise, je ne sais pas. Malheureusement, ce n'est pas sur la photocopie que j'ai, mais ils avaient la revue Maintenant, qui était la revue des Dominicains, avait intitulé ça « Sœur socialisante ». Donc, qui allait avec ce que vous disiez, qu'elle était, disons, un peu de gauche, en tout cas très ouverte. Et c'est ça. Est-ce que je peux poser une question? Oui, allez-y. Je voudrais savoir s'il y a un lien entre Marie Labrec et la petite maison de la Miséricorde sur la rue Saint-Hubert, qui est une garderie pour les mères célibataires. Personnellement, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas si M. Nadeau ou quelqu'un d'autre ici pourrait répondre, mais je ne sais pas. Si ce lien-là existe, je ne le connais pas. Il y avait une autre maison dans le centre-ville qui était liée aux Sœurs de la Miséricorde, qui était la petite maison bleue, mais Marie Labrec n'avait pas rapport à ça. Petite anecdote très rapide, le cardinal Léger était venu au 40-95 Saint-Denis à quelques reprises, mais de manière incognito. Il ne voulait pas qu'on le sache. Et Harry avait travaillé aussi à l'Office des œuvres, d'où le fait qu'il se connaissait bien du diocèse. J'ai une autre question dans le clavardage. C'est Joanne qui demande, est-ce que le profil des religieuses qui étaient à la Miséricorde et s'occupaient des femmes enceintes est connu? Là, il faudrait aller dans les archives des Sœurs de la Miséricorde, ce que je n'ai pas fait. Mais il y a des histoires des Sœurs de la Miséricorde. Je pense que ça se trouverait, ça, dans une histoire de la communauté. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Vous savez que si vous étiez une enfant illégitime, vous ne pouviez pas entrer, vous ne pouviez pas devenir prêtre, par exemple. C'était compliqué aussi, même dans les communautés de femmes. Et si vous étiez mère célibataire, c'est un peu la même chose. Et les Sœurs de la Miséricorde avaient créé ce qu'on appellerait un tiers-ordre, c'est-à-dire une communauté qu'on appelait les Madeleines, évidemment Marie-Madeleine, qui s'est repentie, et elles n'avaient que des vœux annuels, donc elles pouvaient sortir, mais elles avaient un uniforme et elles travaillaient à la Miséricorde. Alors elles, on connaît leur profil, c'était toutes des mères célibataires repenties, entre guillemets, qui devenaient des Madeleines. Certaines sont restées là toute leur vie parce que certaines de ces femmes n'avaient aucun endroit où aller, elles étaient indigentes, elles n'avaient pas de famille ou quoi que ce soit, donc elles trouvaient dans une communauté comme ça, finalement, une famille, s'il vous plaît.
en autant qu'elle soit croyante. J'ai un commentaire d'Éric Toussaint qui fait remarquer qu'il y a une photo dans le fond La Presse à la Bibliothèque Archives nationales du Québec du cardinal Paul-Émile Léger. Pardon, dans le fond du cardinal Paul-Émile Léger, une photo de sœur Sainte-Mechtilde avec le cardinal en noir et blanc. Et puis, notre webmestre Ange demande s'il y avait un lien avec les Sœurs du Bon Conseil. Personnellement, je ne suis pas une spécialiste des communautés religieuses, alors je ne peux pas vous répondre. Guy Laperrière pourrait peut-être répondre ou M. Nadeau. Et Marie-Dominique... le peu de connaissances que j'en ai, mais je connais les deux, je dirais que non. Non. Dominique fait remarquer que la télésérie Toute la vie à la télé de Radio-Canada lui rend hommage en ayant nommé la maison-école qui accueille les jeunes filles, l'école Marie Labrec. Merci, j'aurais dû le mentionner. Ouais. D'ailleurs, Jacques Hamann dit essentiellement la même chose. Quel bel hommage tout de même. Des centaines de milliers de spectateurs suivent cette émission depuis plusieurs saisons. Ouais. D'ailleurs, il y a plusieurs commentaires qui vous remercient de la très intéressante conférence que j'ai tendance à ne pas relayer, mais ce sera possible de les relire plus tard. Ça va. Le lendemain de son décès, Le Devoir, sous la plume de Jean-François Nadeau, avait publié un texte sur elle. Et puis, la photo du texte avait été prise par Daniel Tessier, qui est l'auteur de Toute la vie. Là. Donc, une espèce de petit réseau très sympathique. Là. Donc, je crois que je suis arrivé à la fin de la liste de questions. Donc, si vous avez encore envie de poser des questions, c'est le moment. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bernard Muller. J'ai désactivé, là, et puis je ne sais pas comment me faire voir. Mais j'aimerais juste apporter ce petit commentaire, c'est que j'ai entendu, moi, une histoire, une dame qui racontait ça, de sa tante qui était chez les Madeleines. Et il était arrivé à Montréal, donc, que sa fille la recherche et avait demandé à la communauté de la rencontrer. Alors, la dame que je connaissais avait demandé donc à sa nièce si elle ne pouvait pas rencontrer sa fille pour la première fois chez cette dame que je connais. Alors, donc, la dame avait bien sûr accepté et puis la rencontre entre la fille et la mère, sœur, qui était une Madeleine, avait eu lieu là. C'est une belle histoire. Ça devait avoir eu lieu dans les années 80. Alors, il y a eu cette fois-là une permission accordée par la communauté pour que une des religieuses du tiers groupe là, Madeleine puisse rencontrer son enfant. Merci beaucoup, M. Muller. Merci. Oui. J'ai bien aimé votre présentation, mais c'est moi, là, je n'ai pas pu. Je me suis un peu sorti de la rencontre, mais c'est mon ignorance de la chose informatique. Mais je vous vois, là, j'ai votre photo devant moi, je vous vois. Très belle présentation, merci. Merci. Je ne peux pas ne pas dire que l'année du décès de Marie Labrec et les 3 années précédentes, la petite fille d'une des femmes qu'elle avait connues à la Miséricorde prenait soin d'elle, allait faire son lit régulièrement, allait faire son ménage parce qu'elle était dans une petite résidence avant d'être au CHSLD. Donc, la petite fille d'une des femmes de la Miséricorde était avec elle jusqu'à la fin. Là. Voilà. Très belle histoire. Belle histoire, oui.
Bon. Donc, j'ai une petite fille qui est fatiguée. C'est peut-être le moment de mettre fin à notre soirée s'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions. Ah, Ange, Ange donne son approbation. Mais je vous remercie tout le monde d'être présent et André Lévesque pour cette très belle présentation. N'oubliez pas de suivre les nouvelles de la Société d'histoire du plateau. Nous allons avoir d'autres conférences bientôt. Alors, merci et bonne soirée. Merci, Justin, pour le PowerPoint. Merci, bonsoir. Merci. Merci, bonne André. soirée. Merci beaucoup, André. Bonsoir, Huguette. À la prochaine.